D'ici un an, 15 millions de Français seront devenus pauvres et 6 millions seront devenus riches. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire partie de ceux qui seront devenus riches et comment éviter de faire partie de ceux qui auront perdu le sou. Imaginez Paris en 1796. Un fonctionnaire de la République serre entre ses mains une liasse de billets qu'on appelait autrefois des assignats. Il y a 6 ans, cette somme représentait la valeur d'une maison confortable dans le Marais. Aujourd'hui, après des années de guerre et de révolution, il ne peut plus s'acheter une seule paire de chaussures. À 3 rues de là, il y a son voisin, un marchand. Il avait échangé ses assignats contre de l'or 6 ans plus tôt, pose une seule pièce sur le comptoir et repart avec de quoi nourrir sa famille pendant 1 mois. 2 hommes qui ont pris des choix différents, l'un est devenu pauvre et l'autre s'est enrichi. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie et en quoi nous sommes en train de vivre exactement la même situation? La différence entre eux, c'est ni la chance, ni le génie. C'est une chose précise, la compréhension de quels actifs survivent quand un État perd le contrôle de sa monnaie, comme c'est le cas actuellement. Et c'est là le cœur de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Ce schéma ne s'est pas produit une seule fois dans l'histoire, en Europe, en France ou dans le monde. Ces événements se sont produits avec une régularité presque mécanique. De la débasement du denier romain à la faillite du système de l'eau, des assignats révolutionnaires aux dévaluations successives du franc, jusqu'au bail-in chypriote de 2013. Et ce qui est troublant, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un contexte où ces mécanismes sont tous activés simultanément. Des guerres en Europe, des dettes publiques à des niveaux historiques, une inflation qui a déjà rogné 15 à 20% du pouvoir d'achat depuis 2021, et des États qui cherchent des ressources. La question que tout le monde se pose en ce moment, mais que peu osent formuler, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est encore possible de s'en sortir économiquement? Et si oui, comment? La réponse existe, et elle a toujours existé, mais elle est moins simple que ce qu'on aimerait croire. Pour comprendre pourquoi certains actifs survivent aux crises et d'autres pas, il faut d'abord comprendre comment un État en difficulté récupère des ressources. Et là, l'histoire est d'une clarté brutale, parce que l'État n'a que 3 options. La première option, c'est d'augmenter les taxes, mais pas les taxes de n'importe qui, de ceux qui gagnent. C'est le plus visible, mais politiquement, c'est le plus coûteux. Parce qu'elle nécessite une administration qui fonctionne, des citoyens qui coopèrent, et elle se heurte vite à ses limites. Au-delà d'un certain taux, les gens fuient, optimisent, voire même arrêtent de produire. La deuxième option, saisir directement ce que les gens possèdent. C'est le plus radical, mais l'histoire de France en est remplie. Par exemple, en 1307, Philippe le Bel qui confisque les biens des Templiers. Ou alors, l'arianisation des biens juifs sous Vichy. Ou la nationalisation de 1945 et de 1981. Dans ces cas-là, l'État désigne des cibles, légitimise la saisie par la loi ou par la force et s'empare des actifs identifiables. Et enfin, la troisième option, et c'est la plus utilisée car la plus discrète, d'évaluer la monnaie. Imprimer plus d'argent pour payer des dettes, diluer la valeur de chaque billet en circulation et transférer imperceptiblement la richesse des épargnants vers l'État. Et ce qui est vicieux avec ce levier, c'est que c'est une taxe invisible. Personne ne vote pour elle, personne ne la voit arriver, mais tout le monde en supporte le coût. En France, rien qu'au XXe siècle, le franc a été dévalué officiellement 5 fois. Maintenant, le problème pour les citoyens ordinaires, c'est que dans les périodes de crise, ces 3 leviers sont souvent actionnés en même temps. Et se protéger d'un seul ne suffit pas. Alors comment font ceux qui s'en sortent? Avant de vous montrer les leçons que 2 millénaires d'histoire économique européenne nous ont laissées, je dois vous parler de quelque chose. Ce que vous allez voir dans 2 minutes, c'est que les gens qui s'en sortent historiquement ne sont pas uniquement ceux qui avaient de la terre ou de l'or. Non, c'était surtout des personnes qui possédaient des actifs productifs, quelque chose qui génère de la valeur indépendamment de ce que fait la monnaie. Et aujourd'hui, l'actif productif le plus accessible, le plus adaptatif et aussi le plus puissant, c'est une entreprise. Pas n'importe quelle entreprise, pas l'idée lancée au hasard parce qu'on a vu une formation de business en ligne. Une entreprise construite sur votre profil, vos forces et sur un marché qui a un vrai potentiel. C'est exactement ce que fait Venture Lab. Sur la base d'une analyse de plus de 400 points de données, identifie pour vous les concepts de business les plus adaptés à votre profil et ceux qui ont les meilleurs potentiels de revenus. On vous fournit également un plan personnalisé et on vous accompagne à chaque étape. Le résultat, c'est 94% de taux de réussite. Des dizaines de personnes qui ont lancé leur activité sans avoir eu une seule idée au départ.
Vous pouvez voir les résultats directement sur venturelab.co, mais d'abord restez avec moi, parce que la suite de cette vidéo va vous montrer pourquoi créer votre entreprise n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est historiquement, et aujourd'hui encore, la stratégie de ceux qui gagnent et qui survivent. Maintenant, revenons à nos moutons, parce que l'histoire commence plus tôt qu'on ne le croit. Dès l'an 64 après Jésus-Christ, suite au grand incendie de Rome, l'empereur Néron fait face à une crise financière. Et sa solution, ce sera de réduire la teneur des pièces d'argent de 95 à 85%, ce qui leur permettait de fabriquer plus de pièces avec la même quantité de métal. Ses successeurs y continuent cette pratique. Et en 265 après Jésus-Christ, soit 2 siècles plus tard, les pièces ne contiennent plus que 5% d'argent. Et malheureusement, ce qui s'est passé pour les citoyens romains pendant cette période nous en dit long. Ceux qui avaient épargné en deniers officiels, donc en pièces de monnaie, ont vu leur pouvoir d'achat s'évaporer lentement. Un denier, donc une pièce de monnaie, qui permettait de se nourrir pendant une journée complète en l'an 64, ne permettait plus de se nourrir quoi que ce soit en 265. Alors que les grands propriétaires, eux, leur domaine produisait du grain, de l'huile, du vin, indépendamment de ce qui était gravé dans les pièces. L'Empire pouvait dégrader sa monnaie tant qu'il voulait, eux ne pouvaient pas dégrader leur champ de blé. Les fortunes qui ont survécu à l'effondrement monétaire romain sont celles qui existaient en dehors du système monétaire. Première leçon, les actifs qui produisent de la valeur résistent. Les actifs qui promettent de la valeur, non. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un domaine de 1000 hectares pour appliquer ce principe aujourd'hui. Et en même temps, attention, parce qu'on va maintenant examiner quand l'État décide de saisir directement les actifs. Parce que ça aussi, ça s'est passé en France, et ça ressemblait pas à quelque chose de prévisible. Philippe IV le Bel, roi de France entre 1285 et 1314, est confronté à des dettes colossales. Sa solution est radicale. En 1306, il expulse les Juifs de France, et il confisque leurs biens et leurs créances. Et en 1307, il fait arrêter les Templiers, un vendredi 13 octobre, d'où la superstition, et il s'empare de leurs trésors pour annuler ses propres dettes. Les Templiers à cette époque étaient devenus une puissance financière internationale, trop visible, trop identifiable, trop riche. Ces qualités-là, sous un régime en difficulté, peuvent devenir mortelles. Les actifs qui sont enregistrés, connus, institutionnels, les biens qui sont déclarés, les comptes en banque, les propriétés facilement identifiables, sont vulnérables. Ceux qui résistent, ce sont des actifs faciles à transporter, discrets et difficiles à localiser, comme l'or, certaines montres, les objets de collection ou les bijoux. Un orfèvre qui cache ses pièces dans un double fond résiste mieux qu'une banque dont tout le monde connaît l'adresse. Mais alors, si les banques sont fragiles, que faire si tous nos actifs se trouvent à la banque ? Eh bien en vérité, la réponse est assez simple. La France a un rapport particulier avec les catastrophes monétaires papier. Elle en a vécu 2 majeures en moins d'un siècle. En 1716, le régent Philippe d'Orléans confie à un homme nommé John Law le soin de redresser des finances royales en quasi-faillite après la mort de Louis XIV. Law propose un système brillant en théorie. Remplacer le métal précieux par des billets de banque. Des billets de banque dont la valeur était garantie par les profits qu'allait réaliser une entreprise nommée la Compagnie du Mississippi, qui était elle-même fondée par ce fameux John Law. Alors, l'économie redémarre, les actions s'envolent, et tout le monde veut faire partie de ce nouveau mouvement. Puis, en 1720, les investisseurs demandent à convertir leurs billets en or, mais il n'y en a pas assez. Le système s'effondre en quelques semaines. C'était une bulle. L'économiste qui a créé cette fameuse monnaie doit alors fuir en exil et la France entre dans un demi-siècle de méfiance absolue envers le papier-monnaie. Mais 70 ans plus tard, la Révolution française refait exactement la même erreur, mais cette fois-ci en pire. En 1789, l'Assemblée nationalise les biens de l'Église et crée les assignats. Une monnaie papier dont l'idée était plutôt élégante car les citoyens utilisaient des assignats pour acheter des biens nationaux et au fur et à mesure, la monnaie était retirée de la circulation. Sauf que le gouvernement continue d'imprimer des assignats bien au-delà de la valeur des terres qui les garantissent. En 1796, un assignat a perdu 99% de sa valeur. Un billet qui permettait d'acheter un cheval en 1790 ne permet plus d'acheter quoi que ce soit en 1796, soit 6 ans plus tard. Pour protéger cette monnaie en déroute,
La Convention va jusqu'à rendre le refus de l'assignat passible de la peine de mort en 1793. C'est cette période qu'on appelle la terreur monétaire. Ceux qui s'en sortent, ce sont les paysans qui possèdent des terres, qui produisent du grain, du vin, quelle que soit la valeur du papier en circulation. Et ceux qui survivent également, ce sont une nouvelle bourgeoisie foncière, des acquéreurs habiles qui ont utilisé ces fameux assignats dépréciés pour acheter à leur valeur nominale d'origine des domaines nationaux. En payant avec de la monnaie de singe, ils ont acquis une richesse réelle. La leçon à retenir ici est que dans une crise, ceux qui survivent sont ceux qui ne dépendent pas entièrement d'une seule monnaie, d'une promesse que X aura de la valeur demain, ou d'un seul système. Ceux qui survivent sont ceux qui possèdent des choses réelles, utiles, qui gardent de la valeur même quand la confiance s'effondre. Hier, c'était les terres, le grain, le vin. Aujourd'hui, la leçon reste la même. Si tous vos actifs sont à la banque, vous êtes exposé à la fragilité de la banque. Alors oui, on peut garder une partie de son argent dans le système, mais pour vraiment résister, il faut se diversifier, détenir de l'immobilier, posséder des entreprises qui produisent de la valeur et ne pas laisser toute sa sécurité reposer sur une seule institution. Parce qu'au fond, dans chaque crise, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui possèdent ce qui est valorisé et ce pourquoi les gens sont encore prêts à payer. Donc la solution est simple, les actifs à détenir doivent avoir une utilité réelle et concrète. Par exemple, il faut éviter les crypto-monnaies comme les meme coins ou les shitcoins. Malgré tout, il y a une nuance cruciale à comprendre. Parce que même si ces actifs peuvent nous permettre de survivre, il faut prendre en considération le fait que la monnaie, ce qui est valorisé, peut perdre de la valeur, ce qui peut être un frein pour se constituer des actifs. En 1914, le franc germinal, il était stable depuis Napoléon. Il valait une quantité d'or précise. Et pendant la Grande Guerre, la France emprunte massivement, imprime pour payer ses soldats et suspend la convertibilité en or. En 1928, Raymond Poincaré stabilise enfin le franc, mais en le dévaluant de 80% par rapport à sa valeur de 1914. Ceux qui avaient prêté de l'or à l'État en 1914 se voient rembourser en monnaie, mais une monnaie qui ne vaut plus qu'un cinquième de ce qu'elle valait. Les épargnants qui avaient fait confiance à la promesse de l'État avaient été légalement dépossédés. La France dévalue encore en 1936, en 1945, en 1948, en 1958. 5 dévaluations officielles en 30 ans. À chaque fois, la même logique. L'État rembourse des dettes avec une monnaie moins chère et les épargnants qui détenaient des actifs payent la facture. Et là, on touche quelque chose d'inconfortable, parce que la leçon des assignats du franc Poincaré, des 5 dévaluations, c'est que confier son épargne à l'État, que ce soit en obligation, en livret réglementé, en pension, c'est se soumettre au risque de la dévaluation. Et aujourd'hui, en 2026, la dette publique française dépasse 110% du PIB. Les taux d'intérêt ont grimpé, le service de la dette coûte des dizaines de milliards par an, et les 3 leviers, taxer, saisir, dévaluer, sont tous sous pression et de manière simultanée. Alors naturellement, on se dit que l'histoire se répète et que confier son épargne à l'État n'est décidément pas une bonne idée. Et vous avez raison. Mais vous vous dites peut-être aussi qu'il est finalement plus difficile que prévu de se bâtir un actif. Mais en vérité, pas vraiment. Après la dissolution de l'Empire austro-hongrois en 1918, de nouveaux États doivent créer leur propre monnaie dans un chaos total. L'Autriche connaît une inflation galopante, stabilisée seulement en 1924 par la Société des Nations. La Hongrie subit 2 vagues d'hyperinflation, la seconde en 1945-1946. C'était la pire de toute l'histoire mondiale. Les prix doublaient toutes les 15 heures. En Allemagne, le mark perd toute utilité. Les travailleurs exigent d'être payés 2 fois par jour pour pouvoir dépenser leur salaire avant qu'ils ne perdent encore de la valeur. Un timbre-poste qui coûtait moins d'1 mark en 1918 en coûte 50 milliards en octobre 1923. Les comptes bancaires, les assurances-vie, les obligations de guerre, tout ça devient littéralement sans valeur. Mais un survivant de cette période raconte une scène qui illustre tout. Il vend une pièce d'argent héritée de son grand-père pour acheter de quoi nourrir sa famille pendant 1 mois. Une seule pièce. Son voisin, fonctionnaire, avec une pension régulière, meurt de faim, malgré ses versements. Ce qui survit à Weimar, c'est l'immobilier, les usines qui peuvent ajuster les prix quotidiennement, les devises étrangères, l'or,
l'art, les bijoux, les actifs productifs, les commerces, les ateliers, qui peuvent continuer de fonctionner en réindexant leurs tarifs chaque matin. Par contre, ce qui disparaît, c'est tout ce qui est libellé en marks, donc la monnaie. Encore une fois ici, la victoire est remportée par celui qui détient une entreprise. Mais attention, pas n'importe quel type d'entreprise. Parce que au XXe siècle français, lorsque Philippe le Bel saisissait les biens de la population, eh bien cet événement ne s'est pas arrêté au Moyen-Âge. En 1945, à la Libération, le gouvernement provisoire nationalise les secteurs clés. Énergie, transport, banque, assurance. La nationalisation de Renault est emblématique. Louis Renault est accusé de collaboration. Son entreprise est confisquée, sans indemnisation, équitable pour les actionnaires familiaux. Et lorsqu'une entreprise est nationalisée, alors vous en êtes dépossédé. En 1981, l'élection de François Mitterrand s'accompagne de la nationalisation de 36 banques et de grands groupes industriels. Thomson, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc. La plupart de ces entreprises sont reprivatisées à partir de 1986, montrant que les actifs industriels peuvent être utilisés comme des pions politiques selon les périodes. La leçon ici n'est pas idéologique, elle est structurelle. Les actifs visibles, concentrés dans des institutions connues, sont ceux que l'État peut saisir le plus facilement. Pas parce que l'État est forcément malveillant, mais parce qu'il suit la logique de la facilité. Donc, si vous avez une entreprise en France, l'État peut également vous en déposséder. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont plutôt s'attaquer à des entreprises qui font une certaine taille. Maintenant, si vous pensez que tout ça appartient à une époque révolue, voici 2013. Chypre fait face à une crise bancaire. Les banques Popular et Bank of Cyprus sont insolvables. Pour les sauver, les autorités européennes, après des négociations intenses, imposent quelque chose de radicalement nouveau. Une taxe directe sur les dépôts bancaires. Les dépôts inférieurs à 100 000 € sont protégés. Les dépôts supérieurs à 100 000 € sont taxés jusqu'à 47,5%. C'est ce qu'on appelle un bail-in. Ça a changé quelque chose de fondamental dans la conception européenne de la sécurité des dépôts. Avant Chypre, on considérait que l'argent en banque était sanctuarisé. Après Chypre, la doctrine européenne dit clairement, en cas de crise systémique, on vient se servir directement dans votre argent. Ce qui prouve que le risque ne disparaît pas, il se déplace. Vous voyez maintenant l'image dans son ensemble. L'État taxe les flux, ils saisissent les stocks, ils dévaluent la monnaie, et quand tout ça ne suffit pas, ils peuvent même ponctionner les comptes bancaires dans le cadre légal européen. Alors oui, à ce stade, on peut se demander si tout espoir est perdu. Si quelque chose comme Chypre pouvait arriver, si le franc pouvait être dévalué 5 fois en 30 ans, si les assignats pouvaient perdre 99% de leur valeur en 7 ans, à quoi sert d'épargner ? À quoi sert de construire quoi que ce soit ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que dans tous ces exemples, il y a des survivants. Il y en a toujours. Et ce n'est pas le hasard, c'est un schéma. Un schéma qu'on peut comprendre, qu'on peut appliquer, et qui est même plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Voici les 6 lois que 2 millénaires d'histoire économique européenne nous ont léguées. La première loi, les actifs dont la valeur ne dépend pas du système monétaire résistent. Une terre agricole produit du blé, un vignoble de Bourgogne produit du vin. Une entreprise qui répond à un besoin réel génère de la valeur. La preuve, les domaines viticoles bourguignons ont traversé la Révolution, 2 guerres mondiales et la crise de 2008. Leur valeur foncière continue de croître parce que la rareté de leurs parcelles est réelle et irremplaçable. Loi numéro 2. Face à la saisie et à la fiscalité punitive, les actifs portables résistent mieux que les actifs enregistrés. Les familles de marchands qui ont survécu à Philippe le Bel n'étaient pas les plus riches, ils étaient les plus mobiles. L'or physique peut être déplacé, le talent entrepreneurial peut être exporté, le capital intellectuel ne figure pas dans les registres fonciers. Loi numéro 3. Une obligation d'État, une assurance vie, un livret réglementé, tout ça, c'est des promesses de remboursement. Ces promesses ont la valeur que l'État décide de leur donner. Et l'histoire montre que les États sous pression rompent leurs promesses, légalement, par dévaluation. Et les actifs qui ont une valeur intrinsèque, tels que les métaux, l'immobilier physique, les entreprises qui produisent de la valeur, survivent systématiquement à l'effondrement du système. La loi numéro 4, aucun actif seul ne suffit. Aucune juridiction seule ne protège complètement. La protection vient de la répartition. La France dispose d'ailleurs d'un mécanisme révélateur,
l'exit tax. Si votre patrimoine dépasse un certain seuil, vous devez payer une taxe sur les plus-values latentes quand vous quittez le territoire. C'est la preuve que l'État reconnaît lui-même la valeur de la diversification géographique et cherche à le limiter. Sur le long terme, les actifs qui génèrent des flux, les entreprises, les vignobles de prestige, les dynasties industrielles françaises comme Michelin ou Wendel surperforment les réserves passives comme l'or. Pas parce que l'or est mauvais, mais parce que les actifs productifs captent la croissance et s'adaptent à l'inflation par leur prix. Une entreprise peut augmenter ses prix, un lingot ne peut pas. Loi numéro 6. Les bourgeois financiers qui ont acheté des domaines nationaux avec des assignats dépréciés ont fondé des fortunes qui ont duré des générations. Ceux qui ont converti leur Marx, la monnaie allemande, en or avant l'hyperinflation de Weimar ont maintenu leur niveau de vie quand les voisins mouraient de faim. La compréhension anticipée des schémas n'est pas spéculative. C'est la condition sine qua non de la survie et de l'enrichissement. Et là, on arrive à un moment délicat. Parce que dire acheter de l'or, diversifier vos actifs, investissez dans le productif, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avoir accès à un vignoble de Bourgogne, ça coûte des millions. Diversifier sur plusieurs juridictions, ça nécessite des conseillers fiscaux. Et investir dans le bon actif productif, encore faut-il savoir lequel. C'est là que la plupart des gens restent bloqués. Pas par manque de volonté, mais par manque d'information. Mais rappelez-vous la loi numéro 5 que j'ai mentionnée. Les actifs productifs surperforment. Et aujourd'hui, créer un actif productif n'a jamais été aussi accessible. Jamais. Parce qu'on peut démarrer sans capital initial dans certains modèles, parce que le marché digital est mondial. Mais, et c'est ici que ça se complique, la majorité de ceux qui lancent une entreprise échouent. Non pas parce qu'ils manquent de travail ou de motivation, mais parce qu'ils choisissent le mauvais concept, ils copient ce qui a marché pour quelqu'un d'autre, ou ils se lancent à l'aveugle. Et c'est exactement le problème que résout Venture Lab. Parce que si on revient à Paris en 1796, le fonctionnaire avec ses assignats inutiles, le marchand avec sa pièce d'or, la différence entre eux ne tenait pas à leur richesse de départ, elle tenait à un seul choix. Posséder un actif dont la valeur était réelle et indépendante des promesses de l'État. Ce choix existe encore aujourd'hui, sous d'autres formes, avec d'autres instruments, dans un contexte différent, mais la logique est identique. Les États européens font face à des dettes colossales, à des conflits sur leur franc Est, à des pressions fiscales croissantes, et les trois leviers, taxer, saisir, dévaluer, sont tous utilisés. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la géopolitique de base. Et dans ce contexte, les gens qui vont s'en sortir sont ceux qui auront anticipé, ceux qui possèdent des actifs productifs, ceux qui ne dépendent pas uniquement de la promesse d'un gouvernement. Aujourd'hui, le bijoutier de 1923 qui convertissait ses Marx en pièces d'or, son équivalent moderne, c'est l'entrepreneur qui construit un actif productif qui génère des revenus indépendamment des aléas politiques et monétaires. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une idée de génie pour y arriver. Vous avez juste besoin d'un concept qui a un fort potentiel de revenus et qui plus est adapté à votre profil. Et c'est ce que fait Venture Lab. Nous analysons qui vous êtes, vos compétences, vos contraintes, vos ressources, votre façon de travailler sur la base de plus de 400 points de données. Et à partir de cette analyse, nous identifions des concepts d'entreprise qui correspondent à votre profil et qui ont des potentiels de revenus réels et immédiats. Pas des idées génériques trouvées sur Instagram ou sur TikTok, des concepts personnalisés, testés avec un plan d'action concret et un accompagnement à chaque étape. 94% de taux de réussite, des dizaines de clients qui ont lancé leur activité sans avoir eu une seule idée au départ. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous posez les mêmes questions que tout le monde en ce moment. Est-ce qu'il y a encore moyen de construire quelque chose de solide dans ce contexte? Est-ce qu'il y a de l'espoir? L'histoire nous répond que oui, il y en a toujours eu. Mais elle ne vient pas de l'attente ou de l'épargne passive. Elle vient de l'action, et de l'action seulement. Vous ne savez pas par où commencer? Eh bien nous le savons. Allez sur venturelab.co, recevez votre analyse de profil et lancez le bon business du premier coup.